Espace 2. La vie à peu près, Nicolas Julliard. La vie à peu près, une semaine pour faire plus ample connaissance avec Catherine Kfeller, artiste suisse établie en France. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h, soyez les bienvenus. Hier, dans le premier épisode de cette série proposée par Isabelle Carcelles, on a découvert comment l'artiste s'est révélé par le truchement de l'appareil photo. Aujourd'hui, à la faveur d'une bourse artistique, Catherine Kfeller nous emmène à New York, dans les années 90. Une ville qui pulse à un rythme bien plus enlevé, entraînant l'artiste dans un tourbillon de stimulation culturelle et de vertige visuel. Voici la vie à peu près de Catherine Kfeller, deuxième épisode. Rebonjour Catherine Kfeller. Rebonjour Isabelle. C'est la deuxième fois qu'on se voit, qu'on se retrouve pour parler de votre trajectoire. Vous qui êtes une artiste visuelle pluridisciplinaire, on peut dire. Hein ? Oui. Hier, on a commencé avec votre première naissance symbolique en Californie et aujourd'hui, on va vous suivre à New York. New York, vous y êtes allée, pourquoi, comment, à quel âge ? Dans quel état d'esprit ? Alors New York apparaît comme la meilleure solution pour continuer mes recherches artistiques. Après la Californie, j'ai donc rejoint la Suisse pour faire mes études en histoire de l'art, aller jusqu'au bout de ce diplôme universitaire et également du diplôme d'enseignant. Donc j'ai enseigné 1 ou 2 ans. Mais ensuite, je me sentais tout de même taraudée par cette envie d'être artiste. Alors j'ai fait toute une enquête. J'ai contacté tous les grands photographes, vraiment dans le monde entier, à Los Angeles, à Rhode Island, à New York, à Rome, à Padoue. Enfin, j'ai sillonné le monde, en Allemagne, à Francfort, à Berlin. Je prenais mon téléphone, à l'époque, le téléphone filaire, j'appelais un tel. Bonjour, est-ce que je peux vous montrer ce que je fais ? Est-ce que je peux vous rencontrer ? Et je voulais simplement confronter mon désir, mon premier petit portfolio, voir ce que ça valait, voir comment ces gens vivaient en tant qu'artistes et voir comment ça résonnait en moi. J'ai aussi rencontré le grand photographe Mario Giacomelli, que j'ai beaucoup aimé, au Musée d'Élysée à Lausanne. Voilà, tout ça pour vous dire que, après ces petits rendez-vous, j'ai compris que je ne pouvais pas faire une école d'art. J'avais déjà quand même 25 ans, j'avais déjà fait un diplôme universitaire, je ne pouvais pas encore faire une école d'art. Mais je m'étais dit que de me confronter à une grande capitale, là où l'offre culturelle et artistique est immense, était la meilleure façon de continuer ma recherche artistique. Donc je suis donc allée à New York. Je raconte tout ça pour vous dire que j'étais préparée. Et ça m'a beaucoup aidée parce que je suis arrivée à New York. C'était quand ? C'était dans quelle en année ? 1995. Je suis arrivée en ayant à la fois dans mes bagages tout un corpus de travail, on appelle ça en anglais a body of work. J'avais tout ce portfolio de paysages que j'avais fait auparavant. Et j'avais bien déblayé le terrain en comprenant ce que je voulais faire, ce qui m'intéressait, quels artistes j'aimais. Et j'avais cette envie de mêler mon premier amour qui était la peinture avec ce nouvel amour confirmé de la photographie. Et à New York, à l'époque, en 1995, c'était comme un endroit où on pouvait justement faire des essais de, comme on appelle en anglais, le printmaking, qui est un très beau mot, le printmaking. Qu'est-ce que c'est ? Printmaking, littéralement, faire des impressions. Des impressions imprimées de manière peut-être plus tactile, plus artisanale. Je voulais m'éloigner d'un rendu strictement photographique. Je ne voulais pas imprimer mes photographies uniquement sur papier photographique. À l'époque, on appelait ça des cibachromes. Parce que ça, vous aviez appris à faire, j'imagine, à développer vos propres photographies. Exactement. J'avais déjà, à l'époque de mes années d'école secondaire, on appelait ça des ACO, des activités en dehors de l'école, et j'avais déjà appris la photographie. Et j'avais également pris des cours dans des laboratoires, donc je connaissais ces techniques photographiques. Mais ce côté papier photographique un peu plastique, dans le sens de la matière plastique, ne me plaisait pas du tout. Je trouvais que c'était inerte. C'est quelque chose de mort. C'était pas assez vivant, c'était pas assez charnel.
c'était pas assez frissonnant. Alors qu'à New York, j'ai justement pu prendre des cours de papermaking. On fait son propre papier à la main. J'ai pu prendre des cours de silkscreen, sérigraphie, des cours de lithographie, enfin, une sorte de mélange de toutes sortes de cours techniques, artist book, comme on fait des livres d'artistes, des gommes bichromatées. Enfin, j'ai fait tout un mélange extrêmement passionnant pour détourner cette impression photographique industrielle et commerciale. Et c'est ça que je cherchais. Et donc tout ça, forcément, a beaucoup changé la forme de ce que vous avez produit. Oui. Et donc, cette découverte de pouvoir imprimer mes photographies sur ces grands rouleaux de papier qui s'appelait à l'époque l'anaquarelle ou Reef Paper, un papier américain, ou alors Annemuller Paper, un papier allemand. Vous savez, c'est ce papier aquarelle, ce papier à dessin. Et ça, j'avais l'impression de trouver mon rêve. C'est-à-dire que je pouvais imprimer avec des pigments, avec une presse à taille douce, lithograph press. Et grâce à cette façon de travailler, je pouvais m'éloigner d'un rendu trop photographique, trop commercial, trop brillant. Et grâce à cette façon d'imprimer, je pouvais non seulement faire des très grands formats. Oui, c'est ça, c'est que ça vous donnait une grande liberté. Exactement. De format. Et non seulement cette technique m'a libérée au niveau de la matière sur laquelle j'allais imprimer mes photographies, à laquelle je tenais beaucoup, étant amoureuse de la peinture, et d'un rendu tactile, d'un rendu pigmentaire, mais également la ville a également joué un rôle très grand, puisque je suis arrivée à New York en pensant continuer mes photographies de paysage. Je vous ai déjà dit, Isabelle, que j'étais amoureuse de ces collines californiennes et je pensais tout simplement... On en a parlé hier. Voilà, je pensais vivre à New York, mais m'évader le plus souvent possible en Californie, de l'autre côté de l'Amérique, continuer à photographier mes paysages, revenir à New York et là, imprimer avec cette façon de printmaking. Mais... Que nenni! Surprise! À mon insu, la ville s'est inoculée en moi et je suis tombée amoureuse de cette grande capitale new-yorkaise que je niais. Dans un premier temps, j'ai tout à fait nié la réalité de la ville. Comment ça, vous niez? Mes amis m'ont dit, tu verras, tu vas être passionné par l'architecture, la ville. Moi, je disais, mais pas du tout, ça m'intéresse pas du tout. C'est côté architectural, cette grande ville. Moi, ce que j'aime, c'est les paysages. Je ne vais pas du tout photographier New York. Donc, quand je vous dis que je l'ai nié, c'est vraiment vrai parce que à deux niveaux. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi la dimension stéréotypique, c'est-à-dire que New York, on l'a vu, on l'a revu, on l'a survu, on a l'impression, même si on n'y a jamais mis les pieds, qu'on la connaît par cœur. Et pour une artiste, c'est peut-être justement difficile de trouver sa propre façon de le voir et de le dire, ce New York. Alors j'ai toujours aimé m'attaquer à des sujets difficiles, justement, très, très photographiés, très vus, très parcourus. Alors New York, je l'ai nié parce que dans un premier temps, j'avais dans la mire de mon regard quand même ces grands paysages californiens. Et je plaquais sur les facettes de New York mes champs, mes collines, mes arbres, mes herbes. Et je colorais de manière inconsciente ces grands buildings par du rose, de l'orange, de l'ocre, du brun. Et je voyais mes grands paysages. Pourquoi ? Parce que souvent j'allais dans la ville le dimanche matin. Très tôt dans les quartiers où j'habitais à Soho, qui était encore très industriel à l'époque. Et le dimanche matin, il n'y avait pas de foule, il n'y avait pas de passants, il n'y avait pas de personnages. Donc je voyais vraiment ces grandes architectures, les cast iron buildings, vraiment comme des paysages. Ceci dit, cette première vision un peu rêveuse de la ville, qui niait la réalité de New York, m'a aidé à créer une première série que j'ai intitulée Frise urbaine. Parce que ce rythme très lancinant d'architecture, de bâtiments qui n'arrêtent pas de se chevaucher, de s'aligner, de s'alterner, un building est rouge, un building est bleu, un building est gris, un building est orange, un building est blanc. Donc toute cette succession d'immeubles, je les ai vraiment ingurgités en moi et ça m'a donné envie de les exprimer photographiquement par des collages. J'ai trouvé que l'architecture new-yorkaise était faite de collages, de différents styles architecturaux, et c'est la grande découverte. Et je dirais que c'est à New York que j'ai appris à ce que c'est que d'aimer une ville, puisque c'était contre mon gré, c'était un amour qui était venu à mon insu, et il était d'autant plus fort. Et j'ai donc passé mes journées à arpenter tous les quartiers de New York. Je dis toujours que je sillonnais la ville comme un flic qui quadrille chaque quartier, avec mon vélo, et j'ai vraiment parcouru toutes les rues, tous les quartiers, tous les avenues de New York. Oui, bien sûr, j'avais mon vélo, mon appareil photo, et comme si j'étais investie d'une mission où je devais photographier
tous les buildings. Et je disais dans mes petites notes de travail que je quitterais cette ville, que j'aurais photographié tous les buildings. Et en effet, je les connais presque par cœur. Ce sont des amis, ce sont des points familiers, des points de repère. Et vous savez, quand on photographie, on est très concentré. On essaie d'avoir une position du corps extrêmement calme. On retient sa respiration. On arrête presque de vivre. On se concentre pour que la photographie soit bonne, pour qu'elle soit nette, pour que l'appareil l'enregistre. Et dans ce moment, c'est un moment très fort d'être photographe. Quand on est debout, sous nos pieds, le métro passe, le subway fait du bruit, la terre tremble. Mon corps entier est bousculé par ce métro. Les passants passent à côté de moi, ils me bousculent, ils crient des mots, ils me font des remarques. What are you taking? Why don't you take me? Why are you shooting the building? Et voilà, donc c'est un moment très très fort. Vous ne vous rendez pas compte de la joie que j'ai à prendre dans cette caméra ces buildings new-yorkais, à les prendre dans mon appareil. J'ai l'impression qu'ils rentrent en moi, ils me pénètrent, je les ingurgite, je les prends de ma vie et ils font partie de ma vie. Vous allez me dire que je fantasme, mais c'est vraiment ce que je vis. Et c'est pour ça que j'aime tant ce métier. J'ai l'impression que quand je prends une photographie, je la prends pour toujours en moi, vraiment, elle s'imprime en moi. Voilà, je l'incorpore en moi. Et je deviens, moi en tant que femme, je deviens une plaque photographique. Je me métamorphose en appareil photographique. Et la réalité extérieure s'imprime en moi-même. Donc, d'où cette extrême concentration que j'ai. Je retiens ma respiration, mes yeux sont extrêmement puissant. J'ai l'impression que mon corps entier est parcouru de 1000 yeux. On peut dire que je suis une 1000 pattes oculaires. Et la réalité s'imprime dans cet appareil photographique. Et ça, c'est important de s'en souvenir pour la suite aussi de vos travaux, parce que, effectivement, toutes les dimensions sensorielles sont convoquées. Et vous allez mettre au point tout un tas de techniques pour les incorporer les unes après les autres, jusqu'à ce que vous faites maintenant, en fait, qui nous donne à peu près tous les aspects, voire un peu comme voit une mouche. Ah oui, avec des centaines de facettes, mais aussi le son, et aussi presque, si vous pouviez, je pense, vous incorporeriez aussi les odeurs, le vent, etc. J'avais une question. Ici, on est dans votre atelier dans le canton de Neuchâtel. Il y a environ 250 œuvres qui sont stockées, et je crois avoir compris que vous aviez quelques exemples de ces travaux d'impression new-yorkais dont vous nous avez parlé il y a quelques minutes. Vous seriez d'accord de me les montrer et de les commenter? Je vais les chercher, si vous voulez, je les amène sur la table. Vous avez besoin d'aide? Non, pas du tout, c'est pas lourd pour une fois. Alors là, vous avez sorti de votre classeur 5 œuvres, 5 grandes planches, dont certaines sont des collages, à l'évidence, des montages, et sont sur du papier, comme vous expliquiez tout à l'heure, un papier dessin, en fait, un papier très épais, qui sert plutôt d'habitude à l'aquarelle ou au lavis, c'est ça ? Oui, donc c'est un papier qui s'appelle Rive BFK, qui s'achète en rouleau. Alors à New York, il y avait des très grands magasins extraordinaires qui s'appellent Pearl Paint, qui font 5 étages, que des fournitures artistiques. Et quand j'ai pénétré dans ce magasin, j'ai pleuré. Parce que j'ai vu qu'il y avait tous ces outils, des gommes, des crayons, des pinceaux, des cols. Les cavernes d'Ali Baba des artistes. Des milliers de rouleaux de papier avec des effets de matière. C'était extraordinaire. J'ai dit, mais avec ça, on peut devenir un artiste sans limite. Voilà, une autre brèche qui s'est ouverte en moi comme un puits sans fond. Donc j'ai découvert ces grands rouleaux de papier que j'achetais sous forme de métrage infini. Et ça me permettait de faire des très grands formats. Vous voyez, en Californie, j'avais des formats 50-70, comme on disait à l'époque. C'était déjà bien parce que en triptyque, on atteint tout de suite 1m50, 1m80, 2m, 2m40. Mais avec ces rouleaux, j'avais la possibilité de vraiment dérouler mes fragments de New York. Donc, les choses sont nées de cette manière-là. J'ai réussi à combiner à la fois cette façon d'imprimer lithographique avec des pigments, on appelle ça une solvent transfer. C'était une technique qu'avait découverte Robert Rauschenberg, qui m'a beaucoup inspirée. Mais aussi, ça me permettait de partir dans le fond de sea print. Vous savez, ces
photographie développée dans des laboratoires habituels. Alors voilà comment je travaillais. Je photographiais tous les buildings, je rentrais dans mon atelier, et sur une table, je mettais beaucoup de jazz, on en parlera tout à l'heure, de la musique extrêmement rythmée, ce rythme que je retrouvais dans les buildings, dans l'architecture, dans la succession des quartiers, des rues, des avenues qui se croisent à angle droit. Je coupais, je tailladais, vraiment avec des ciseaux, de la colle et du papier, avant l'ordinateur, ces fragments d'architecture, de paysages, de Hudson River, la rivière, des arbres et des bâtiments. Et ensuite, je les rassemblais, comme si je voulais proposer une autre version de la ville, comme si je proposais aux visiteurs d'exposition ma vision de la ville en réassemblant ces fragments d'architecture à ma manière, comme si je pouvais délivrer mon rêve de la ville. Et dans un premier temps, quand je vous disais que je niais la ville, en effet, j'allais dimanche matin photographier ces façades vides, colorées, comme si, pour appréhender quand même cette grande capitale monde qu'est New York, je pouvais le faire qu'avec ma vision d'avant, comme si je pouvais l'apprivoiser avec mon amour des paysages, et comme si je pouvais transformer ces façades en paysages, comme si ces façades urbaines étaient des champs. Là aussi, vous évacuez colorés. Complètement tout personnage et toute notion d'échelle. Hein. C'est les matières qui vous C'est les intéressent. matières, exactement. Donc je me suis intéressée à ces grandes façades de briques. Là, vous voyez Là, je trouve ça un fait bâtiment très Paul ocre. Klee. Oui, en effet. Ces couleurs, ces rythmes aussi. Comme des gammes d'aquarelle qu'il a Oui. fait Paul Klee. Voilà, donc j'allais vers ce genre de bâtiments qui m'attiraient par leur matière, leur couleur. Également derrière, vous avez la façade du Metropolitan Museum. Et j'avais l'impression que je retrouvais mon amour de l'Italie, comme si je pouvais transformer New York en petite île méditerranéenne, qui a toujours été au fond de moi un amour aussi très proche. C'était voilà ma première façon de voir New York. Alors il y aura du rouge, il y aura du bleu, il y aura du rose. J'allais évidemment dans des quartiers qui me permettaient de trouver ces couleurs de briques. Ou alors d'incorporer ces façades de verre, comme nous le voyons ici, qui dialoguent avec la rivière. C'était au sud de Manhattan, le World Trade Center. Moi, je trouve ça très émouvant aussi, le fait, encore une fois, qu'on est dans presque la préhistoire de votre travail. Il n'y a pas Photoshop. Non, Vous faites tout à fait. tout à la main, avec des ciseaux. Incroyable. J'ai acheté mon premier ordinateur à New York, je me rappelle, dans un taxi, en 1997. Donc là, en 95-96, je faisais tout à la main et avec du jazz. Et ensuite, va arriver cette deuxième période à New York. Donc j'ai eu 2 périodes à New York, la période des frises urbaines et la deuxième période qui va s'en suivre tout naturellement voilà avec les la gens. foule. Les gens qui arrivent. Comment c'est arrivé ? Je me rappelle très bien, je peux dater ce moment-là. J'étais sur Park Avenue, en fin de journée, à 17h, et j'attendais patiemment que les travailleurs veulent bien quitter les lieux. Je visais des bureaux à New York avec ces néons qui transpercent un peu l'espace. Je soulève le papier qui protège la photo pour mieux la voir. J'étais Et là, donc sur c'est Park Avenue. C'est l'ébauche d'un film, en fait, déjà. Hein. Voilà, mais je vais vous expliquer comment les personnages sont arrivés. Donc j'étais sur Park Avenue, j'attendais que les gens partent, quittent les bureaux en fin de journée, pour que je puisse photographier ces architectures vides, ces mélanges de matières, l'acier, le béton, la pierre, les vitres, les verres. Mais ces gens ne quittaient pas les lieux, c'était des travailleurs chinois qui restaient là toute la nuit devant leur photocopie. Je me suis dit d'accord, je vais les photographier, je vais les incorporer. J'ai dû obéir à cette insistance de la présence humaine dans les bureaux de New York. Et en rentrant dans mon atelier, j'ai découvert que c'était pas si mal. Et grâce à cette insistance qu'ont eu les êtres humains de rester à leur place de travail, quoi de plus normal, j'ai accepté d'incorporer dans mes œuvres photographiques des personnages. Donc j'ai commencé par tranquillement incorporer des travailleurs, des passants, jusqu'à aller à l'extrême inverse et à exagérer ces effets de foule. Alors ensuite j'allais carrément à Times Square et je me suis mise à essayer de capter ce tohu-bohu humain. Et là, non seulement il y a une grande foule, mais vous pratiquez déjà la surimpression aussi. Donc il y a encore plus de monde. Voilà, après je me suis dit, ça suffit pas, il y a quelques personnages, il y a quelques grumeaux, et je vais exagérer, je vais saturer l'espace urbain par une multitude de personnages, de passants, comme si en tant que régisseur de film, j'essayais d'amener plus de figurants, plus de foule, plus de personnages, et vraiment comme si New York devenait pour moi vraiment non seulement un bain de sensations, mais un bain de foule, un bain de bruit, de son, de voix. Là, on voit des taxis, on voit des camions, on voit des passages piétons, on voit l'architecture à l'arrière-plan. Et puis donc aussi le format comme
un bout de pellicule de film qui serait coupé et une suite de mouvements qui sont imprimés, voilà, comme un film, quoi. Voilà, exactement. Donc là, déjà, avec cette façon de composer, en rassemblant des fragments ensemble, c'est comme si je m'attelais à mettre ensemble des vidéos styles. Vous savez, ces arrêts sur image. Donc, dès ce moment-là, je vais vraiment osciller entre l'image fixe et l'image en mouvement et trouver une sorte de temporalité très spéciale où je suis à la fois dans le mouvement, puisqu'on voit que ces gens marchent, ils sont pris dans la houle de leur mouvement, et à la fois sur l'arrêt sur image. Parce que je suis quand même très photographe, je reste photographe jusqu'au bout de mes ongles, puisque j'aime ce côté arrêt sur image, c'est comme une cristallisation du temps, des sentiments, des impressions, des visions. J'aime beaucoup ce côté arrêté, ce côté silencieux, ce côté très profond, presque psychique. Et en même temps, cet instant immobile, silencieux, arrêté, vient se faire recouvrir d'une couche de mouvement, d'une couche de foule, de passage, de piétons, de trafic. Et j'aime beaucoup cette alternance entre image fixe et image en mouvement. Vraiment, je me situe sur ce seuil-là. Vous nous racontez par le détail, en fait, comment vous naissez en tant qu'artiste, comment tous vos moyens vont commencer à se mettre en place. Comment c'était pour vous la vie à New York ? Je crois que vous avez été voisine du grand Robert Frank. Comment c'était au niveau des relations humaines ? Qu'est-ce que vous avez senti changer en vous ? Alors déjà à New York, sur les 4-5 ans où j'ai vécu intensément, à plein temps, j'ai déménagé 7 ou 8 fois. Mais je crois que c'est très normal, docteur, de déménager souvent à New York, on a envie de connaître d'autres quartiers. Dans un premier temps, j'ai quand même commencé à habiter à l'Armée du Salut. Au début, c'était des moyens très modestes que j'avais. Et ensuite, j'ai vécu dans un grand loft avec 2 autres artistes. Un loft qui était si grand qu'on pouvait faire de la trottinette, puisqu'il faisait ce qu'on appelle one block. Il faisait tout un bout de rue, c'était énorme, c'est là que j'ai fêté mes 30 ans. Et ensuite, j'ai habité dans un appartement un peu plus pourri, au 5e étage de East Village, et j'avais envie d'avoir ce côté rough, c'est ce qu'on dit en anglais, j'avais envie, en venant de Suisse quand même, où tout est quand même confortable et facile, de me confronter physiquement à ce côté dur de ces grandes make-up. J'avais besoin de ça pour avancer, en tant qu'artiste et en tant que femme. Et là, dans le East Village, j'habitais 2nd Avenue and 3rd Street, en face des Hells Angels, et à côté habitait Robert Frank. Et alors, j'ai eu la chance de pouvoir le côtoyer grâce... Vous connaissiez déjà, donc c'est vraiment une très grande figure américaine de la photographie. Grâce à Zurich, j'avais vendu des photographies au Kunsthaus. Et là, il y avait un certain monsieur Walter Binder qui s'occupait de la Stiftung für Photographie, qui m'a dit, écoute, quand tu retournes à New York, apporte ce livre à Robert Frank, ça te fera une petite excuse pour aller frapper à sa porte. Je frappe à la porte de Robert Frank, je vous raconte cette anecdote parce que c'est amusant. Il était extrêmement gentil, extrêmement accueillant, il m'ouvre très facilement. J'avais appelé, il m'ouvre sa caverne d'Alibaba. Je pénètre d'abord, quand on entrait chez lui, les gens qui l'ont connu reconnaîtront ce que je raconte, on commençait par rentrer dans sa cuisine. Et qu'est-ce que je vois au-dessus de l'évier ? Un grand tableau de Charles Platenier. Charles Platenier, c'est un peintre de La Chaux-de-Fonds, qui était professeur à l'école d'art de La Chaux-de-Fonds, et qui avait été le professeur de Le Corbusier. C'est notamment lui qui avait dit à Le Corbusier, « Toi, tu seras architecte », alors qu'il faisait des boîtes de montres en tant que graveur. Donc, arrivant dans la cuisine de Robert Frank, je m'exclame, « Mais c'est Charles Platenier !» Je pense que j'étais la seule femme, être humain, j'étais la seule personne à New York à reconnaître un Charles Platenier dans l'appartement de Robert Frank. Donc j'ai tout de suite été adoptée, c'était formidable. C'était une sorte de rite de passage totalement spontané et impromptu qui m'a permis d'avoir accès à lui de manière extrêmement sympathique. Voilà, donc à New York, je dois dire que le mode d'emploi est immédiat. Je venais de Neuchâtel, certes, j'ai donc fait Neuchâtel-New York, voilà mon trajet. Mais je dois vous dire que l'accueil était formidable. Tout de suite, on est invité à des fêtes, à des parties, comme on dit, on s'échange des cartes de visite, on connaît 50 personnes par soirée, on se retéléphone le lendemain, on fait des artist visits, studio visits, on visite des ateliers les uns des autres, on parle, on va à des conférences, on va prendre un cours de bookbinding, on va à des concerts de jazz, on rencontre des écrivains, il y a énormément de nourriture artistique, intellectuelle à se mettre sous la dent. Et je dois dire que j'ai dévoré la ville entière tout de suite. Donc c'est une boutade, mais je dirais que je suis devenue new-yorkaise en une journée. Je ne dirais pas ça de Paris. Donc le mode d'emploi est très facile, il est très accueillant. Pourquoi ?
parce que les gens viennent du monde entier, et ce côté pragmatique des Américains était vraiment à l'épreuve. J'ai pu en bénéficier. Ils ont cette façon de vivre qui fait qu'on est vite accueillis. J'ai pu rapidement contacter des grands galeristes, le galerie de Robert Frank, parce que les gens se disent, mais on ne sait jamais. On les appelle au téléphone, on dit, yes, of course, hi Catherine, yes, of course, I'm calling to visit your studio tomorrow. Oui, c'est ce côté vraiment rêve américain que j'ai pu expérimenter parce que les gens ne sont pas du tout arrogants comme ils le seront à Paris, ils ne sont pas du tout dans le jugement. Il y a toujours cette phrase, je pense qu'ils se disent, on ne sait jamais. Peut-être que cet artiste est bien, peut-être que je rate quelque chose si je ne la rencontre pas. Donc tant sur le plan des galeristes, du business, que des artistes connus, j'ai pu très facilement les rencontrer, être accueillie de manière tout à fait naturelle, généreuse. Et je dois dire que ça m'a vraiment développé les ailes. Je trouve que les Américains ont une façon de nous accueillir qui est très généreuse, très facilitante et très encourageante. Et ça, je serai toute ma vie reconnaissante à cet accueil américain. Catherine Kfeller, avec vous, demain, on va se rendre à Paris. En attendant, vous allez nous parler d'une musique que vous avez choisie pour finir cet épisode, ce deuxième épisode. C'est Rachel Ferrell, With Every Breath I Take. À quoi ça renvoie, cette musique, pour vous ? Alors justement, en arrivant à New York, j'avais auparavant vécu 10 ans avec un musicien de jazz à Neuchâtel, pianiste, qui m'a vraiment initiée à la musique jazz. Donc tous les dons que j'avais connus par CD en Suisse, tous ces noms de musiciens, je les voyais défiler dans le Village Voice, qui était le journal que l'on pouvait acheter pour voir ce qui se passait au niveau culturel. Et ils passaient tous dans tous les clubs de jazz où j'habitais, notamment le Blue Note. Donc j'allais tous les soirs écouter des musiciens de jazz, dont cette fameuse Rachel Ferrell que je venais de découvrir en Suisse. C'était son premier album qui s'appelle First Instrument. Et par chance, elle passait ce soir-là. Donc j'allais presque tous les soirs écouter notamment des chanteuses de jazz. J'aimais beaucoup ce côté vocal. Alors évidemment, j'ai pas pu connaître Sarah Vaughan ou Ella Fitzgerald ou Billie Holiday, mais ces chanteuses contemporaines qui avaient mon âge, ces jeunes chanteuses, passées au Blue Note, je pouvais aller les écouter pour pas grand-chose. Et c'était extraordinaire de pouvoir les rencontrer dans des tout petits clubs de jazz, très intimistes, comme vous et moi. Nous sommes tout proches et je pouvais les écouter, les découvrir. Et là, je vous propose Rachel Ferrell, qui n'était peut-être pas très connue du public, qui était très connue à Tokyo, et qui réinterprète les standards de jazz avec une tessiture vocale sans limite. Je crois qu'elle arrive à grimper 4 octaves. Et ce standard que je propose, With Every Breath I Take, puisque je parlais de la respiration lorsqu'on prend une photo. Merci beaucoup. À demain. À demain. And find I didn't dream of you without a one to know. It's never a surprise. Soon as I wake, thoughts of you arise in every breath I take. I close my eyes and see your face, and I'm embracing you. Only I believe that dreams come true. Darling, you were the one who said forever from the start, and I've been drifting since you've gone. See that only you can charge. I've been going on, knowing that my
At any time or place, I close my eyes and see your face, and I'm embracing you. If only I believe that dreams come true. Darling, you were the one who said forever from the start, and I've been drifting since you've gone. Out on a lonely sea, only you can chart. I've been going on, knowing that my heart will with every breath I Une magnifique voix du jazz américain, Rachel Ferrell, dans cette ballade qui passe par toutes les émotions, With Every Breath I Take. Un souvenir des années new-yorkaises de Catherine Kfeller, notre invitée cette semaine, au micro d'Isabelle Carcellès. Suite, demain, on change d'univers. Après New York, voici Paris, autre capitale artistique, autre univers pour Catherine Kfeller. Et le début d'une reconnaissance plus large qui l'a fait rencontrer quelques grandes figures de la scène intellectuelle française.